qu'il a hérité du président Ahidjo. Oui. Parce qu'on a eu et un sur débat. ce point-là, oui, mais je voulais vous interpeller sur ce point. Quand vous faites la comparaison avec Ahidjo, pour beaucoup de Camerounais aussi, ils considèrent qu'Ahidjo était beaucoup plus proche, beaucoup plus actif, même peut-être proactif. Mais c'est pas Oui, effectivement. C'est là la grande réalité. Même si Ahidjo avait aussi labellisé cette irresponsabilité, il a peut-être poussé l'alchimie de l'irresponsabilité un peu plus loin, il a sophistiqué. Mais il y a qu'au fond, Ahidjo avait d'autres méthodes pour être plus proche. Ngimba les Libous, je crois, quelque chose comme ça, qui était DG de quelque chose, avait construit une grande maison au niveau de Montfévé là-bas en haut. Il faisait son chantier tranquillement. Et un matin, Ahidjo est arrivé avec le capitaine, justement, qui était celui qui était dans le coup d'état du 6 avril. Le capitaine Adamou Salatou, voilà, il est arrivé. Il a dit, bon, voilà, un matin, en boubou blanc, il a dit, je suis arrivé dans votre chantier, mais on m'a dit que voilà, mais terminez la construction. Mais sachez que dès que vous avez terminé, on va en faire une résidence administrative. Voilà ce qu'il a fait. Et puis il avait limogé le type quelques temps après. Je pense qu'on est en 69, 70, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc il avait d'autres méthodes parallèles, non seulement pour utiliser les informations qu'il recevait des services de renseignement, et là il faudra encore qu'on en parle, mais aussi lui-même d'aller au four au moulin pour voir effectivement ce qui se passait. Parce que si il avait gardé cette méthode à Ahidjo, c'est-à-dire la méthode parallèle de contrôle des affaires de l'État, il y a longtemps qu'on aurait eu notre complexe au Dolembe. Parce qu'au Dolembe, ce n'est pas un stade, c'est un complexe sportif. C'est-à-dire avec beaucoup de choses à l'intérieur. Si c'était à Ahidjo, il se serait déplacé. La CAN de 72. Biya lui-même, du moins Ahidjo lui-même, avait pris ses responsabilités. Ils ont fait la prison pour certains. D'autres ont été exécutés. D'autres ont été exécutés. Rappelons que le stade n'avait pas été achevé. Et donc, des gens avaient dû être censurés. Sur le projet Sonara, quand le président Ahidjo décide de créer la Sonara en 74, parce que en fait, le texte date de 74, l'initiative date de 74, même si la réalisation date de 79, il était question que la Sonara, notre Sonara, raffine le pétrole. C'est-à-dire notre pétrole qui était reconnu comme lourd. Parce qu'en fait, avant de construire la Sonara, comme on est en train de parler de Sundance, des études d'exploration ont été faites pour dire que notre pétrole est un pétrole lourd. Et donc la technologie a été aussi identifiée pour la raffinerie, pour le raffinage de notre pétrole lourd sur place. Mais les Français à travers, c'était encore Total, c'était pas encore Total, c'était Elf. Elf s'était arrangé justement en complicité avec les ingénieurs camerounais pour ne pas nous doter de la logistique qui nous permettait de raffiner notre pétrole et donc d'entrer dans la logique des rétrocommissions, vendre notre pétrole lourd à l'étranger et d'en acheter un des légers pour la consommation domestique. Ahidjo avait exécuté des Camerounais dans ce sens. Mais personne n'en parlera toujours parce que les gens, ceux qui connaissent ce dossier-là le savent. Ahidjo a vérifié l'affaire et il en a exécuté. D'autres ont réussi à sortir et s'en aller jusqu'aujourd'hui. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont même morts à l'extérieur. Donc Ahidjo avait cette méthode-là. Si Biya avait donc utilisé cette méthode, il y a longtemps que le stade de Dolembe n'aurait jamais été un stade, mais plutôt un complexe sportif, comme cela a été écrit sur le papier. Si il y avait eu la méthode Ahidjo, il y a longtemps que le port en eau profonde de Kribi aurait été un complexe industrialo-portuaire. Plutôt qu'un simple malheureux port que nous avons aujourd'hui et qu'on est en train de colmater au fur et à mesure. Si il y avait eu la méthode Ahidjo, il y a longtemps que la CDE aurait été dénichée depuis. Elle n'aurait même pas eu pignon sur rue au Cameroun, c'est-à-dire on a vendu. Vous avez imaginé un crime pareil? C'est-à-dire que où l'État décide de garder la logistique de construction des réseaux d'eau et de donner l'usufruit de l'eau à une compagnie étrangère, c'est-à-dire un commerçant, de vendre l'eau pendant que lui souffre. Vous comprenez ça? Si il y avait eu la méthode Ahidjo, il y a longtemps que la Sonel serait restée Sonel. On n'aurait jamais donné nos affaires en affermage, comme il dit là, à AES, à Eneo et tout ça, qui viennent vendre l'électricité pendant que l'État supporte le coût des infrastructures d'électricité. S'il y avait eu la méthode Ahidjo, il y a longtemps que tous les barrages auraient été livrés. Mekin aurait été livré, Lompanga aurait été livré, Mvele aurait été livré. Tout aurait, d'autres même n'auraient même pas commencé parce que les études auraient été concluantes et bien aurait su qu'en fait ces choses-là ne peuvent pas prospérer. Mais comme il a décidé donc de rester toujours au paradis et au ciel et de laisser le peuple en enfer avec les diables que lui-même il nomme tous les jours, on se retrouve donc dans cette situation-là où les diables ont décidé de faire hara sur le peuple et de pouvoir donner des volontés qui parfois ne sont même pas celles du président pour implémenter certaines choses qui leur profitent. Donc quand on revient sur le dossier comme Iron et Sundance, on comprend qu'on est dans cette filouterie-là. Rentrez au Minimite, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses, prenez même le projet Grand Zambie. Il a parlé du projet de Grand Zambie dans le c'est dans l'océan. C'est dans l'océan. Grand Zambie dans l'océan. Dans l'océan. Alors,
Il a parlé de ce projet et du coup, les gars ont déjà mis une entreprise dessus. On commence à entendre des choses sur lesquelles on dit l'entreprise n'a même pas de surface pour faire cette affaire-là parce qu'ils sont encore derrière cette affaire. C'est-à-dire qu'ils créent des entreprises, ils prennent des permis d'exploration, ils les mettent en sous-location et c'est ces entreprises qui les lèvent. Je vous prends encore un cas. Restons même dans notre ville. Allez ici au lac. Ici au lac central, le projet de construction, l'hôtel, le complexe, ceci là au lac central, est-ce qu'il fonctionne encore aujourd'hui? Mais on avait vendu une affaire où l'État devait dépenser des centaines de milliards. Ils sont allés chercher une entreprise. Aujourd'hui, on vous pose la question, quelle est même cette entreprise? On se rend compte que c'est une entreprise fictive, en fait, qui n'a même aucune surface. C'est encore eux qui sont derrière et qui ont créé un écart. La première pierre a été faite par le Premier ministre. Est-ce que vous savez que cette entreprise devait livrer ce travail depuis 2024? C'est-à-dire qu'on aurait déjà eu ce complexe depuis 2024 là. Mais rien aujourd'hui. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est ça le véritable problème. Alors, il y a même eu un débat, M. Guizoro, sur l'affaire Wandier. Parce que j'aime toujours le rappeler sur l'affaire Wandier. Ahidjo avait toujours cette méthode, c'est-à-dire de labelliser son irresponsabilité. Alors, on dit Ahidjo, c'est lui qui a exécuté Wandier. Non! Ahidjo ne l'a pas fait. Tout ça, il l'a fait avec Paul Biya. Parce que ce que vous reprochez au SGPR actuel, ministre d'État, secrétaire général président de la République, c'est qui était ministre d'État? Il n'était pas ministre d'État, mais il était secrétaire général président de la République. C'était bel et bien Paul Biya. Est-ce qu'il avait le pouvoir d'intervenir? Non, justement, il avait la même délégation de signature dont bénéficie l'actuel secrétaire général président de la République. Donc, et il avait même comme adjoint Ebois, Samuel, qui était un homme du Mungo. Donc, quand vous avez donc des faits comme cela, vous ne pouvez pas poser la responsabilité entièrement sur Ahidjo. Puisque Ahidjo lui-même avait ces gens-là sur lui et donc l'actuel président de la République était secrétaire de la présidence. On comprend donc que dans l'exécution de Wandier, Ahidjo n'a pas pris le téléphone et a appelé le juge pour dire voilà le sens de la décision. On comprend bien qu'on est passé par le secrétaire général de la présidence de la République qui a répercuté les instructions au ministre de la Justice, qui lui-même a parlé au juge et on est arrivé à ce résultat. La même chose avec Ndormo, puisque Ndormo et Wandier étaient dans la même affaire. Vous comprenez? Donc j'ai pris cet exemple pour que vous compreniez que le secrétaire général est justement dans son rôle. Et on peut dire tout ce qu'on veut de la délégation de signature, même si ça rend un peu le roi feignant, mais il y a le fond. C'est que, en l'état actuel, le président est fatigué. Et le secrétaire général président de la République, à travers ces délégations de signature, a encore suffisamment d'énergie pour au moins courir derrière les ministres qui sont dans la malfaçon, qui sont dans la trahison, qui sont dans la haute trahison, qui sont même dans l'intelligence avec l'ennemi. C'est-à-dire parce que ce n'est pas parce que ça ne porte pas sur le domaine sécuritaire que vous allez penser qu'on n'est pas... On est dans une affaire d'intelligence avec l'ennemi. C'est-à-dire qu'une entreprise est fautive sur toute la ligne, n'a pas produit le document, n'a pas produit les résultats escomptés dans le travail d'exploration, de recherche du fait de Mbalam. On lui a quand même donné un permis d'exploitation, on ne sait trop comment. Et on lui a donné une garantie souveraine en milliards que l'entreprise a exploité au niveau de la bourse, a fait tourner, a eu des bénéfices. Et des individus empêchent l'État d'aller en justice, donc au procès arbitral, pour aller négocier sur les 94 milliards. Ça, c'est une intelligence avec l'ennemi, vous comprenez? Donc, on va poser ce problème. Mais il y a aussi le fond. C'est que Paul Biya est quand même aussi décevant sur ce point. C'est-à-dire que les services de renseignement font leur travail dans ce pays. Mais on ne comprend pas pourquoi le travail des services de renseignement n'est pas toujours suivi, n'est pas toujours répercuté auprès du président de la République. Là, on va peut-être aussi poser le problème de la délégation de signature, M. Zogo. C'est-à-dire qu'on sait que le secrétaire général du président de la République, c'est lui, par exemple, qui gère la DGSN. La DGRE, par exemple. Et la DGRE. Non, on va dire une partie. Une partie à DGRE. Parce qu'on sait que la DGRE a d'autres moyens pour atteindre le président. Elle peut passer par l'état-major du président, vous comprenez. Mais la DGSN, c'est systématiquement. C'est-à-dire que si le DGSN touche le président, c'est peut-être du fait de leurs relations personnelles qu'ils ont. Mais on sait que c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui gère le service de la sûreté nationale. Alors, ces services font leur travail. On a même eu des rapports sur cette affaire Sundance, je crois depuis 2007, ça dit qu'il montre effectivement que des papiers de la DGRE et même de la DGSN, la surveillance du territoire, qui montraient que Cameroun était une entreprise fictive, ou du moins qui avait été créée uniquement pour ce dossier, pour les besoins de cette cause-là. On a eu des documents sur, il y a même des investigations jusqu'en Australie, sur Sundance, justement, qui avaient des difficultés à prouver un lien immédiat avec Cameroun dans ce dossier. Vous comprenez? Donc il y avait eu un peu comme un achat de label de Cameroun chez Sundance. C'est-à-dire que comme Sundance est une entreprise reconnue dans le domaine des mines, il leur fallait ce paravent, ce label-là, pour pouvoir convaincre l'État camerounais de ce qu'ils étaient en bonne affaire. Donc vous voyez, les services de renseignement ont travaillé, ont donné le fonds au président de la République. Et le ministre de la Justice qui était justement là, était secrétaire général du président de la République à l'époque. Donc on ne comprend pas pourquoi est-ce que le président n'a pas eu l'information exacte sur le caractère fictif
de cette entreprise-là, c'est-à-dire de Cameroun, et sur le lien discutable de Cameroun avec Sundance, qui est justement une entreprise à grande surface dans le domaine des mines. Vous comprenez donc qu'on peut essayer de comprendre qu'une fois secrétaire général de la présidence de la République, il devient ministre de la Justice, il rentre dans ce genre de choses-là. Parce qu'effectivement, il n'a pas de délit initié. C'est-à-dire que vous connaissez le dossier depuis que vous étiez secrétaire général de la présidence de la République, vous arrivez sur la scène ministre de la Justice et vous dévoyez l'État du Cameroun sur la défense de ses intérêts, qui sont des intérêts judiciaires sur le plan arbitral, où l'État peut avoir raison et même obtenir gain de cause et des dommages et intérêts, ou le paiement de son préjudice économique, et vous décidez d'aller plutôt négocier une affaire. Parce que quand vous allez déjà en négociation, celui qui accepte d'aller en négociation et évite la voie judiciaire, avoue déjà en partie sa faute. Or, l'État dit, nous ne sommes pas fautifs. C'est plutôt nous qui revendiquons, non seulement de l'argent garantie souveraine, décerné, donné à cette entreprise, jusqu'aujourd'hui sans résultat, mais en plus, cette entreprise n'a rien fait du tout, et tous ces contrats qui lui ont été décernés sont devenus caducs. Donc, cette entreprise, c'est elle plutôt qui devrait nous payer un préjudice. Donc, voilà le fond de l'affaire, M. Guizoko. Nous sommes dans cette logique où, pour dire que le président est responsable de tout ça. Parce qu'en fait, même s'il donne une délégation de signature à son collaborateur, cela ne doit pas l'empêcher lui-même d'avoir d'autres canaux pour avoir la raison. Les services de renseignement, depuis une quinzaine d'années, pour ceux que j'en connais depuis le temps, ça fait longtemps, c'est mes souvenirs quand vous évoquez le sujet, ont bien écrit au président de la République sur cette affaire-là. On a encore des copies, même qui traînent par là. Mais le président n'a jamais réagi. On comprend peut-être que le président n'a jamais été au courant et que ses collaborateurs ont mis le pied dessus. Et donc, quand l'affaire surgit maintenant, il est difficile, comme le maire le disait tout à l'heure, de démêler les chevaux et de savoir exactement où est-ce que la filouterie étatique a commencé et avec qui. Claude Valère Bessala, vers quoi devrait-on aller? On peut espérer sortir de ce dossier, de cette affaire Sundance. Est-ce qu'il y a une issue meilleure que celle qu'on voit actuellement? Il faut les balayer. Ah oui? Il faut les balayer. On a cité des dossiers et des dossiers. Vous croyez que l'affaire Sundance, la méthode a été créée aujourd'hui? Non. La méthode a été créée dans plusieurs dossiers. Il en a parlé, j'en ai parlé. Prenez l'affaire McGill. Sur le stade de Djambe. Mais on a vu, c'est-à-dire que McGill décide de construire, mais ce qu'ils font dans le contrat avec McGill, ils s'abstiennent d'introduire une clause de règlement de différend. Volontairement une clause de règlement de différend, c'est-à-dire au cas où vous n'accomplissez pas votre tâche, qu'est-ce qu'on fait? C'est sur cela que le ministère des Sports et la présidence se sont engouffrés. Pour dire encore à Paul Biya, il faut acheter de l'argent. Allons plutôt encore chercher McGill. Alors que c'est eux qui ont ramené Piccini. À la suite de McGill, vous dites non, McGill ne peut pas accomplir. Et c'est eux qui disent encore McGill va porter plainte. Parce qu'une fois qu'on va dire, et c'est eux qui font encore notre président, si nous allons en justice avec McGill, ce sera beaucoup de milliards qu'on va perdre. Mieux, on résilie le contrat avec Piccini, on rappelle McGill et on lui ajoute tant de milliards pour finir le travail. La conséquence, c'est que l'argent que McGill a d'abord eu sans finir le travail est enterré. Et il faut encore lui donner un autre argent pour un marché dont on n'est même pas sûr qu'il va accomplir le fond des travaux. Vous comprenez? Donc c'est des schémas qui sont faits depuis monsieur Guizoko. Donc nous pouvons citer des cas et des cas dans les dossiers de la République. Donc pour moi, le président, il doit les nettoyer. Il doit les nettoyer. Et dans la logique politique dans laquelle je me trouve, j'ai toujours dit aux jeunes de patienter. De patienter parce que le trouble aujourd'hui ne profitera pas à la jeunesse et à la postérité. Ces gens qui prennent des milliards là, leur souhait, c'est que si le peuple peut se lever demain et chasser Paul Biya, ça fait leur affaire. Parce qu'ils sentent déjà que Paul Biya, étant déjà âgé, ne tient plus vraiment les manettes. Et à tout moment, il peut choisir une solution dans la succession qui ne convient pas à leurs intérêts. Vous comprenez? C'est là où nous tenons donc bon avec la jeunesse. Nous disons, si Paul Biya doit aller jusqu'au bout, qu'il aille au bout. S'il veut être candidat, qu'il soit candidat, mais que nous allions l'humilier à l'élection. Mais pas que nous ayons un individu à la place de Paul Biya qui aille aux élections avec lui, qui ait encore par exemple les jambes fortes et les muscles assez constitués, et où le peuple dira, lui quand même peu, lui quand même peu. Donc il faut que Paul Biya assume sa responsabilité, c'est ce que nous disons à la jeunesse tous les jours, qu'il assume sa responsabilité devant l'histoire, parce que nous continuons à refuser de penser, et c'est ce que je dis à la jeunesse tous les jours, que Paul Biya va accepter de sortir de l'histoire du Cameroun par la honte, par la petite porte. Donc c'est ça qui nous fait encore garder cet espoir, parce que au-delà de l'opposition politique de M. le maire et moi, vous comprenez, il y a qu'on a beau être opposant, mais il y a quand même que le Cameroun. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous voulons le pouvoir qu'on va souhaiter que Paul Biya échoue, que Paul Biya garde le Cameroun comme il veut, parce que ça va montrer que les opposants avaient raison. Non,
Le Cameroun ne doit pas sombrer dans la misère, ne doit pas sombrer dans la malfaçon parce qu'il faut que les opposants aient raison de ce que Paul Biya a été le plus mauvais. Vous comprenez? Absolument. Donc nous devons garder au moins une chose, c'est que Paul Biya étant au pouvoir, qu'il fasse au moins un dernier acte dans la danse qu'il a commencé depuis 82 en évacuant une